Bienvenue sur le média alternatif et citoyen BAM. Je rappelle que nous sommes des citoyens sans conflit d'intérêts, bénévoles et qui vont comprendre ce que nous vivons dans cette crise en tentant de partager une autre information. Nous préférons le doute aux vérités et l'éveil à la peur et l'enfermement dans les certitudes. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un scientifique hors norme, Philippe Guimand. Bonjour. Bonjour. Philippe Guimand, vous êtes ingénieur physicien, docteur en physique au CNRS de Marseille. Vous êtes également spécialiste de l'intelligence artificielle et créateur de 2 entreprises innovantes, licenciées par le CNRS, Synapsis et Euratex. Mais vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, La route du temps, La physique de la conscience, Le pic de l'esprit et Le grand virage de l'humanité, qui est l'ouvrage pour lequel on vous accueille aujourd'hui, voilà, et pour lequel on avait envie de vous interviewer chez BAM, un ouvrage qui aborde la crise sanitaire sous un angle original et surtout revigorant. Alors, pour commencer, on voulait un petit peu situer sur quoi vous travaillez, pour que les auditeurs, les spectateurs comprennent, parce que c'est important de comprendre ça pour aborder votre livre. Aujourd'hui, donc, vous pratiquez une recherche fondamentale en physique qui revoit notre conception de l'espace-temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette nouvelle conception de l'espace-temps? En quelques mots, parce que je sais que c'est très vaste. C'est une conception cybernétique de l'espace-temps, de l'univers. Qu'est-ce que c'est, conception cybernétique? Donc, on conçoit un espace-temps déjà déployé dans le futur comme dans le passé et qui peut changer continuellement, aussi bien dans le futur que dans le passé. Allez, on va dire, pour simplifier, peut-être très peu dans le passé et beaucoup dans le futur. Et donc, c'est une physique hors du temps, puisque la physique dans le temps, c'est la physique avec la variable t des équations qui considère que le futur est en train de se créer dans le présent. Or, ceci a été démontré quasiment comme étant faux, et que le modèle de l'univers bloc, où le temps est déjà déployé, est beaucoup plus juste et conforme à la théorie de la relativité, etc. Et donc, moi, ce que j'introduis comme avancée originale, c'est cette idée que l'espace-temps pourrait quand même évoluer, même s'il est déjà réalisé. Pour ça, on ne peut pas attaquer cette affaire par la physique des équations, parce que les équations dépendent de la variable temps, justement, qui n'existe pas pourtant. Et donc, on est obligé d'adopter une approche cybernétique qui est de toute façon justifiée par le fait que les équations ne permettent pas de décrire notre réalité. Ça, c'est ma conviction, parce que, si vous voulez, je pense à ça, je vais en parler, j'en parle pas d'habitude, c'est une occasion. J'ai travaillé sur 2 grands types de systèmes complexes dans ma vie, que sont les réseaux de neurones et la mécanique du billard. Eh bien, vous ne pouvez pas, avec des équations, déterminer, calculer l'avenir d'un billard. Et vous ne pouvez pas non plus, avec des équations, calculer, déterminer l'une des sorties d'un réseau de neurones. C'est une physique beaucoup trop complexe pour les équations. Par contre, si vous avez une approche cybernétique du billard, des réseaux de neurones, là, vous pouvez faire des calculs. Et donc, l'approche que j'ai de l'espace-temps, c'est une approche qui permet de faire des calculs tout en respectant les lois physiques et la causalité et sans dépendre d'une variable temps qui n'existe pas. Voilà. Ok. Merci beaucoup. On va peut-être revenir aussi sur ces notions parce que moi, je ne comprends pas trop. Je suis le niveau du milieu, en fait, ici. C'est-à-dire que je pose des questions idiotes. Je me mets au niveau le plus bas pour que tout le monde puisse comprendre. Mais d'abord, je voulais dire aussi peut-être pourquoi nous sommes ici avec vous aujourd'hui. Nous sommes ici avec vous parce que dans votre
dans votre bouquin le grand virage de l'humanité, donc qui fait suite à plusieurs de vos ouvrages. Vous donnez une lecture de ce qui nous arrive. Vous donnez une lecture de ce qui nous arrive et vous donnez même un espoir. Hein. Il est en couverture, cet espoir, c'est-à-dire si on arrive à voir ici, il y a deux futurs ici, deux lignes du temps. Il y en a une qui est assez morose, on va dire. Vous l'appelez le futur. Et puis il y en a une que vous appelez le futur lumineux, qui est une plus chouette ligne du temps. Donc pourquoi est-ce qu'on est là? C'est parce que vous donnez du sens à ce qui nous arrive en ce moment. C'est-à-dire avec cette crise du coronavirus, avec tout ce qu'il est en train de se passer, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, et on va peut-être revenir sur les racines de tout ça. Ce que vous proposez, c'est une explication, c'est donner du sens, et c'est aussi donner de l'espoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour notre futur. Donc, voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec un physicien comme vous pour parler de la crise du coronavirus. Et donc, on va peut-être parler de science, mais on va pas parler de virologie pour une fois. On va pas parler de virologie, on va parler de science. Et moi, ce qui m'interpelle tout de suite dans ce que vous avez dit, c'est que vous faites appel à des notions et vous dites on ne fonctionne plus avec les équations. Cette science-là qui vous permet cette physique-là qui vous permet de dire toutes ces choses-là, c'est-à-dire que le temps est, enfin je sais pas, élastique ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce que c'est parce que elle ressemble pas du tout à la physique que moi on m'a enseigné, qu'on nous enseigne dans les écoles. J'ai l'impression qu'on enseigne nulle part. Donc avec quoi vous venez? Quelle est cette physique qui peut nous aider à comprendre ce qu'on vit? C'est ça. D'accord. Alors d'abord, le lien avec la situation aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à une crise sanitaire qui semble avoir été déclenchée par hasard, hein, et qui est responsable d'un grand changement. Enfin, tout le monde sera d'accord pour dire que le virus apporte un grand changement dans la société, ou une accélération d'un processus. C'est ça le grand virage. Voilà, c'est le grand virage. Donc ça, tout le monde sera d'accord. Et le hasard entre en jeu, apparemment, puisque le hasard, pourquoi ce virus arrive en 2019, le hasard, ou alors on va dire un accident. Ou alors, il y en a qui vont tenir absolument à y voir un complot. Dans ce cas-là, on va dire un complot raté. Bon, il y a quand même quelque chose d'accidentel là-dedans. Donc, cette notion d'accident, de hasard et de grand changement, c'est quelque chose qui intéresse forcément un physicien du temps qui considère comme très sérieuse la possibilité d'une influence du futur. Parce que s'il y a un grand changement dans le futur, alors le futur peut influencer le présent, et ça se traduit par des avalanches de coïncidences, de synchronicité, et ça peut aussi se traduire par une résistance de l'ancien futur, etc. Et toutes ces choses ont des effets que l'on peut observer dans le cadre de la crise du virus. Alors, vous m'avez demandé est-ce que c'est une nouvelle physique qui est reconnue à l'heure actuelle? On va dire non, pas encore, pas vraiment. Je viens de publier dans les années passées, 2018, 2019, deux papiers quand même dans une très grande revue de physique mainstream, hein, Annals of Physics, qui expose donc cette théorie de l'espace-temps. Bon, encore aurait-il fallu vous savez, le processus, il faut en discuter, il faut présenter ça dans des colloques, etc. Moi, j'ai démarré ma carrière de physicien théoricien tardivement, et puis là, je devais faire un colloque. En 2020, pour exposer mes travaux, il a été annulé à cause du virus. Je devais encore faire un colloque en septembre dernier. J'ai pas pu y aller à cause du pass sanitaire. C'était à Bruxelles, justement. Donc voilà, donc si vous voulez, donc j'ai un peu du mal à faire passer donc par les circuits habituels mes travaux, et donc je vais faire passer mes idées dans des livres, mais il n'empêche que de toute façon ces idées
qui consiste à dire que le futur peut nous influencer, c'est quelque chose qui est étudié sérieusement en physique, hein, qui s'appelle la rétrocausalité, qui a été, on va dire, considéré comme un peu peut-être qui est marginal il y a 10 ans, mais qui est aujourd'hui, qui revient en force et qui est une hypothèse tout à fait sérieuse. Hein. Donc, en fait, de ce point de vue, on peut dire que je suis en avance puisque j'ai commencé à publier là-dessus des livres, des conférences et des papiers scientifiques il y a 10 ans, et aujourd'hui, ça commence à rentrer très sérieusement en physique. Donc oui, c'est sérieux. Un physicien du temps en avance sur son temps, ça c'est. Mais ce qui est aussi original dans votre conception du temps ou dans votre théorie de rétrocausalité, c'est que vous dites donc que le futur a une influence sur le présent, mais qu'il dépend, cette théorie dépend de la conscience en fait, Oui, oui, et est liée au libre arbitre de oui, chacun. Et donc oui, chacun peut influencer sur le futur. oui, oui, tout à fait. Parce que, si vous voulez, la causalité, la mécanique, les lois physiques peuvent déterminer notre évolution à court terme. Bon, tout dépend de l'échelle. Si c'est l'échelle astronomique, le mouvement des planètes sont déterminés à l'avance, on va dire, pour des millions d'années. Mais sur la surface de la Terre, plus un processus est complexe et petit, plus il est indéterminé à court terme. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, la vie ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas cet indéterminisme fondamental. Et donc, comme les lois physiques, la mécanique ne déterminent pas les événements à long terme, il faut bien que ce soit autre chose. Et cette autre chose passe par les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, sur lesquelles j'ai publié. Hein, mais je retrouve des résultats qui sont connus depuis un demi-siècle hein, au niveau de la théorie des cordes, les dimensions supplémentaires. Moi, je retrouve ça par un moyen complètement différent. Hein. Et ces dimensions supplémentaires, on peut facilement les relier à la conscience, et c'est pas moi le premier qui les fait, c'est Roger Penrose, sa théorie de la conscience quantique, qui relie la gravité quantique à la conscience. C'est celui qui a fait ce lien dans les années 70. Donc, vous voyez, on est sur des choses qui sont sérieuses, qui sont évidemment qui ont été longtemps combattues par les sceptiques, mais les sceptiques aujourd'hui sont en perte de crédibilité et de vitesse accélérée. Je parle pas des vrais sceptiques, je parle des scientistes. Hein. Aujourd'hui, le scientisme perd énormément de crédibilité parce qu'on voit bien que ce scientisme, il est inféodé aux multinationales qui se servent de cette approche très pauvre de la science pour imposer leur diktat. Et aujourd'hui, on va retrouver la vraie science petit à petit grâce au fait que, justement, on a besoin d'une vision du monde beaucoup plus large que celle qui nous est proposée par la tendance actuelle qui est de nous emmener vers une société de contrôle numérique. Voilà. Ok, on peut peut-être définir le scientisme. Selon vous, qu'est-ce que c'est que le scientisme et à quoi est-ce qu'on reconnaît des scientistes? Est-ce que scientisme, c'est covidisme? Comment on appelle? Le scientisme dégénère en covidisme aujourd'hui, oui. Bah, le scientisme, c'est l'idée que on ne peut atteindre une conception juste, on ne peut atteindre le vrai, la vérité concernant la réalité que par une approche scientifique avec la méthode scientifique. Or, la méthode scientifique qui consiste à faire des mesures et à vérifier que des modèles sont justes, bah, elle est fondée sur ces modèles en question. Or, ces modèles, pour exister, ils ont besoin de dogmes, hein, puisque le mental ne peut pas fonctionner s'il ne part pas d'hypothèses de base qui sont des dogmes. Hein. Et le scientisme consiste à imposer donc ces dogmes pour raisonner à partir de ces modèles et faire des mesures sur la réalité. Donc ça impose déjà l'idée que notre réalité existe vraiment telle qu'on l'aperçoit, d'une part, et ça impose l'idée que ces dogmes sont justes. Or, ils ont été démontrés comme étant tous faux. Donc, si vous voulez, le scientisme repose sur du faux. Voilà, et c'est pour ça que on a besoin
d'accès à l'intelligence et à la vérité qui sont autres que purement scientifiques avec, disons, la méthode scientifique. Moi, je crois en une science plus large où on va pouvoir arrêter de fonctionner avec des dogmes et accepter l'idée que l'intuition puisse apporter des choses intéressantes, ce qui a toujours existé dans le domaine de la philosophie, et accepter aussi cette notion de transcendance qui est de toute façon à laquelle nous invite la physique, puisque la physique fait intervenir des informations extérieures à l'espace-temps pour déterminer le cours des événements, que l'on appelle ça hasard quantique, que l'on appelle ça le choix dans la décohérence. Vous voulez, voilà, deux sources d'informations extérieures à l'espace-temps qui sont indépendantes de la causalité. Et on voit aussi ça dans les mathématiques, à partir du théorème de Gödel, théorème d'incomplétude, qui nous montre que de toute façon, que ce soit en physique ou en mathématiques, pour déterminer le cours des choses, il y a une incomplétude qui doit être résolue par des informations extérieures, hein, donc transcendantes a priori, donc dimension supplémentaire. Voilà. Vous faites de la physique, enfin de la science fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière ça se vérifie dans la réalité? Je sais que la réalité pour vous est un mot un peu, disons que vous avez peut-être une autre définition du mot réalité que nous l'avons, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples donc entre ce que vous avez trouvé dans vos recherches en sciences fondamentales et je veux dire, ce qu'on peut voir dans notre vie, par exemple. Voir ou percevoir. Tu veux dire par rapport à la crise ou bien par rapport... Non, pas pour... on vous entend plus. Hein. Allez-y. Oui, moi, c'est le phénomène de synchronicité hein, qui m'a passionné depuis le départ, parce que je voulais... Bon, c'est une observation absolument incontestable que les synchronicités existent. Les synchronicités, ce sont des événements étranges, très improbables, qui arrivent dans la réalité tout en ayant un sens pour la conscience de celui qui les vit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas attribuer au hasard. C'est quelque chose qui est, surtout lorsque ce sont des avalanches. Et donc, il fallait absolument expliquer ça. C'est ça la démarche scientifique, c'est quand il arrive quelque chose dans la réalité qu'on ne comprend pas, il faut absolument l'expliquer. Or, je ne connais qu'un seul modèle qui permet d'expliquer le phénomène de synchronicité, c'est le mien, c'est cette théorie de l'espace-temps flexible où le futur influence le présent, ce qui explique la survenue d'hasards étranges en lien avec la conscience, tout simplement parce que c'est la conscience qui a engendré le changement qui est responsable, le changement d'état de conscience qui est responsable du changement dans le futur, en lien avec ces événements. Donc, mais je ne vais pas développer tout ça, je passe mon temps à le développer dans des livres, ce serait très long. Mais bon, voilà la réponse. Et en plus, j'ai fait des expériences scientifiques pour démontrer cette réalité. J'ai fait des expériences statistiques, aussi bien dans le cadre de mes travaux au CNRS que dans le cadre sur Internet avec les personnes qui me suivent. Je leur ai proposé en 2014 et en 2018 de faire des expériences à l'aide d'images et de légendes, de proverbes, de citations, etc., d'expériences statistiques, donc pour vérifier que leur problématique, leur état d'esprit pouvait déclencher des phénomènes qui sont tout à fait inexplicables par les lois du hasard. Voilà. Et donc, ces expériences ont fonctionné. Simplement, je les ai pas publiées parce que, évidemment, un physicien ne peut pas publier ça. On ne sait pas où on peut publier ça. Un physicien, on appelle ça parapsychologie, si vous voulez. Bon, les scientifiques, ils sont fermés à cette idée, donc c'est un cercle vicieux, donc on va jamais pouvoir progresser puisqu'on interdit en physique mainstream de s'intéresser à ces choses-là. Bon, on vit dans un monde comme ça, hein, on vit dans un monde stupide. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez bien que toute la sphère institutionnelle est empreinte de cette... bon, voilà. Ouais, c'est du quantisme. Sur les synchronicités, pour revenir à votre livre, qui se partage en deux parties, et la première partie
partie s'appelle le gentil virus. Est-ce que le gentil virus est une synchronicité? Bah oui, c'est une vaste synchronicité à l'échelle collective, hein. Même si, bon, parce qu'on me reproche de balayer les théories du complot d'un revers de main. Bon. Et d'un autre côté, en plus, on me fiche comme complotiste. Oui, c'est très intéressant ça d'ailleurs. J'ai vu ça sur le net, effectivement. Alors, donc, alors on va dire, je suis à la fois complotiste et non complotiste, hein. Je suis complotiste parce que je suis pas, bon, euh, le complotisme, c'est l'idée que tout a une cause dans le passé, et l'alternative, c'est de dire, bah non, des fois, c'est le futur qui peut influencer les événements. En général, les théories du complot, de toute façon, bon, tout le monde sera d'accord pour dire qu'elles sont trop simplistes, hein, que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que celle que, bon, sauf certaines exceptions peut-être. Et donc moi, ce que j'ai proposé, c'est une théorie qui fait intervenir l'influence du futur. Et dans le cadre d'une influence du futur, il y a trois phases. Il y a trois phases qui sont observables dans le cas de la crise du virus. Il y a d'une part une première phase où on observe des coïncidences étranges qui petit à petit amènent à un grand événement exceptionnel. Cet événement exceptionnel amène une décision qui va changer le cours des choses, donc de l'histoire. Et dans le cas où on n'est pas complètement déterminé, ce qui est le cas, parce que la population est divisée en deux, eh ben, il y a eu une résistance du futur qui se traduit par énormément de défaillances, d'incohérences, etc. Et on observe ces trois phases dans le cas de la crise du virus, puisqu'il y a eu, je recense, 5 coïncidences étranges qui ont précédé le confinement. Allez-y. Il y a eu donc l'effondrement financier qui a commencé en septembre 2019. Il y a eu la simulation de pandémie de coronavirus qui a eu lieu en octobre 2019, avant que le virus arrive. Il y a eu donc le virus qui semble s'être, bon, il s'est probablement d'ailleurs échappé d'un laboratoire, donc c'est quand même un hasard finalement, donc puisque c'est dans la ville de Wuhan où il y a un laboratoire P4 qui est apparu. Il y a eu en France cette fois-ci l'autorisation donnée aux mesures de confinement avant même que le virus soit là, en début décembre 2019, et puis il y a eu cette fameuse décision d'interdire le seul médicament qui permettait, a priori, hein, de résoudre le problème en janvier donc, 2020. Donc c'est difficile de faire appel à un complot parce que l'ordre des choses n'était pas respecté, c'est-à-dire on ne fait pas une simulation de pandémie un mois avant l'apparition du virus, on l'a fait un mois après. Hein. On n'interdit pas le médicament qui est susceptible de résoudre le problème. Un mois après, on l'interdit avant, si c'est un complot. Donc, si vous voulez, c'était difficile à expliquer par un complot, et donc je me suis dit, tiens, et là, il y a probablement une influence du futur, d'autant plus que cette décision exceptionnelle de confiner toute la population était effectivement susceptible de changer le cours de l'histoire humaine, donc soit dans un mauvais sens, soit dans un bon sens. Et puis on a vu un mois après le déferlement de la dictature sanitaire qui, de par ses incohérences, ses défaillances, c'est-à-dire qu'ils ont tout faux depuis le début sur tous les sujets, enfin, toutes les décisions politiques ont tout faux sur tout, donc c'est une série de défaillances totalement irrationnelles dont on n'aurait jamais cru possible vis-à-vis d'autorités qu'a priori on considère comme raisonnables. Bah là, elles sont dans la déraison depuis, voilà, et donc ça ne peut s'expliquer que par une résistance d'un ancien futur dont finalement les décideurs sont devenus les relais, quoi, les relais scientistes. Voilà, donc on a tous les ingrédients qui montrent que dans le cadre de la théorie que je propose, on peut comprendre ce qui arrive par une influence d'un ancien futur transhumaniste, hein, dû à l'apparition d'un nouveau futur où l'humain s'est enfin éveillé à sa véritable nature. Alors on peut aussi l'interpréter par la causalité, ce qui revient en même, en disant que ce qui se passait
avant l'apparition du nouveau futur, c'est qu'on avait normalement un processus qui nous amenait petit à petit vers une société effectivement transhumaniste, puisque depuis des siècles, l'homme occidental est éduqué à l'idée que la vie biologique, l'être humain lui-même est une mécanique, hein, que l'homme est une machine biologique, ce qui nous amenait naturellement vers un futur transhumaniste avec des multinationales qui gèrent petit à petit le corps humain, etc., qui finissent par le considérer comme étant comme composé d'éléments qu'on peut changer comme des pièces de voiture, etc. Enfin voilà, donc on était naturellement dans un processus qui nous amenait vers le transhumanisme, sauf que ça aurait dû arriver dans 10 ans, pas aussi vite, ça aurait dû arriver en 2030. Or, ce qui se passe aujourd'hui, tout se passe comme s'il y avait une accélération épouvantable de ce processus pour nous emmener vers le transhumanisme dès 2022, 2023, 2024, alors que le processus naturel aurait eu lieu de toute façon. Et donc, du coup, bon, bah, tout se passe comme si on avait une situation de panique de l'ancien futur, une situation de l'ancien futur qui ne peut, qui se rend, enfin, désolé de le personnaliser, mais c'est pour mieux comprendre, hein, qui se rend compte que il est en train de disparaître et donc il panique et il veut absolument s'imposer, faire un retour en force. D'accord? Donc on peut l'interpréter comme ça et c'est effectivement ce qui se passe puisque cet ancien futur, c'est décrit par les livres de Klaus Schwab, qui est le président du Forum économique mondial, Davos, et qui explique qu'à l'issue d'une quatrième révolution industrielle, qui aurait dû se produire d'ailleurs naturellement entre 2020 et 2030, on arrive vers une société transhumaine où donc le Schwab parle carrément d'un plan à l'intérieur du cerveau, ou une société de contrôle numérique total où l'être humain est interfacé avec son environnement. Enfin bon, un tableau totalement, absolument. C'est public, hein, ça. C'est public, hein, tout ça. Hein. Ça, c'est écrit, c'est public, tout le monde y a accès. C'est pas un complot, ça. Hein. C'est public et de toute façon, c'est l'effet d'une idéologie qui est l'idéologie la plus puissante financièrement, hein, qui est née il y a moins de 10 ans à l'université de la singularité aux États-Unis. L'université de la singularité, ce sont des gens qui ont décidé qu'il fallait mettre tout l'argent pour développer donc cette nouvelle conception de l'humain qui va petit à petit fusionner avec la machine. C'est une idéologie, d'accord? Et cette idéologie, elle prend corps dans une vision totalement matérialiste. Et cette idéologie, si vous voulez, elle allait petit à petit normalement s'imposer et arriver à parvenir à une société transhumaine d'ici 2030. Et le virus, moi, mon interprétation, c'est que le virus a porté un coup d'arrêt à ce processus en montrant tout le caractère épouvantable de cette idéologie, parce que sinon on l'aurait pas vu, hein, en montrant toute la frayeur que représente cette idéologie. Et donc, et c'est déclaré comme étant par les gens de Davos et même l'Union européenne comme étant le fait d'exploiter une fenêtre d'opportunité on va profiter du virus pour finalement aller plus vite à l'horizon qui était l'objectif de Davos et aussi qui permet de régler le problème de la finance, hein, en fait, parce que en fait, on comprend encore mieux quand on comprend que c'est la haute finance qui est derrière toute cette opération, puisque en fait, la haute finance a l'intention de se servir du virus également pour imposer une nouvelle monnaie numérique mondiale, voilà, qui va permettre de résoudre les problèmes de la dette et de passer à un système où finalement la monnaie va devenir un instrument de contrôle totalitaire. Justement, et c'est ça qui nous intéressait aussi évidemment très fort de vous interviewer, c'est que vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle et que vous avez même créé des objets, de nombreux objets connectés. Non, alors j'ai pas créé des objets connectés parce que moi à l'époque où j'ai fait de l'intelligence artificielle, ça n'existait pas encore. Enfin, c'était un projet.
Enfin, j'ai fait quelques logiciels connectés, oui, mais j'ai pas créé d'objets connectés. Par contre, je suis suffisamment compétent en intelligence artificielle et notamment en identification numérique Voilà, pour, euh, pour, euh, pour voir très très bien, gros comme une maison, mais alors, de manière extrêmement claire, le processus qui, petit à petit, nous amenait avant et nous amène aujourd'hui, nous amenait avant naturellement en disant, nous amène aujourd'hui de force vers la société transhumaine et avant ça, vers le totalitarisme. Ça, je le vois très très bien, je vois tout, je saurais le faire, je saurais le développer, je saurais diriger des équipes. J'ai même travaillé pour Thales, j'ai fait des développements, j'ai développé des systèmes d'identification numérique pour Thales. Or, c'est Thales qui est en charge de développer aujourd'hui ces objets qui vont petit à petit nous être proposés pour remplacer le pass sanitaire. Donc, c'est clair. Et ce que j'ai écrit il y a un an a été confirmé d'ailleurs par les déclarations de Thales de fin juillet 2021, donc, qui datent de 2 mois. Parce que quand Macron a pris sa décision d'imposer le pass sanitaire, ah ben super, 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 ça ouvre le grand marché des objets connectés, enfin. Et alors je vais vous lire parce que ça, depuis les 2 dernières conférences, j'en parle, puisque bon, c'est quand même quelque chose qui cautionne totalement donc mes dires. Donc, les avantages du pass sanitaire selon Thales, on les trouve sur le site web anglais de Thales, d'accord. Et On pourra avoir le lien, et le donner. alors le lien, oui, oui, oui. Bon, je vous enverrai le lien. Je l'ai pas. Je vous enverrai le lien. Ok, merci. Et donc, j'ai traduit un extrait. Vas-y. Il y a 2 aspects qui sont les 2 aspects dont j'ai parlé dans mon livre. Il y a l'aspect doper le grand marché des objets connectés et il y a l'aspect résoudre le problème de la haute finance. Alors ça se traduit par, d'une part, la déclaration suivante de Thales. Les passeports de vaccination numérique joueront un rôle clé en permettant aux citoyens d'accéder à toutes sortes de services et serviront de précurseurs au déploiement des identifiants numériques mobiles. Donc vous voyez que là, on est loin du contrôle sanitaire, ça va bien au-delà. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi la CNIL ne pourra rien faire pour empêcher ça. Et deuxièmement, donc ça c'est l'aspect financier, ils fourniront, donc les passeports de vaccination, une passerelle vers d'autres services gouvernementaux, notamment répondre aux ambitions du portefeuille numérique de l'Union européenne qui peut héberger à la fois une identité numérique et des informations de paiement. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans le grand virage. Donc, j'ai vu juste. Et je peux vous dire que c'était pourtant les premières étapes qui étaient les plus litigieuses. Mais donc, les étapes suivantes, si vous voulez, elles sont obligatoires. C'est-à-dire que à partir du moment où l'être humain, où l'homme accepte le pass sanitaire, ce qui n'était pas du tout évident, c'est-à-dire j'ai fait un pari sur l'idée que on passerait par cette étape-là. Je ne pensais pas qu'on la franchirait dès l'année 2021, mais on l'a fait. Donc c'est pour ça que moi, je suis cohérent avec ce que je dis. Donc je n'accepte pas le pass sanitaire et aujourd'hui, je change complètement ma vie parce que en fonction de ça. D'accord, on en parlera si vous voulez. Donc l'acceptation du pass sanitaire, généralisée, va conduire inévitablement à la société de totalitarisme numérique. Et Thales ne pourra pas mettre tous les garde-fous nécessaires pour éviter ça, parce que tous les garde-fous, lorsqu'ils sont techniques, ils sont toujours contournables. Et Thales pourra argumenter comme ils veulent pour dire mais non, on va pas aller vers Orwell, mais non, le numérique n'est pas négatif, mais non, on va faire attention à ce que l'identifiant numérique ne soit pas exploité de manière liberticide, etc. Oui, mais ça, ils ne pourront pas empêcher que ça ait lieu quand même, parce que Thales, il n'est pas tout seul, il y a les GAFAM, et que de toute façon, on ne peut pas, c'est pas un garde-fou technique qui peut empêcher cette évolution-là. Il n'y a qu'un garde-fou éthique. Or, l'éthique aujourd'hui, elle a été squeezée. Il n'y a pas eu de débat public sur la question de savoir si l'être humain doit être identifié numériquement ou pas.
Il n'y a pas eu de… En plus, bon, l'identification numérique, on va dire, elle existe déjà, ok, mais bon, pour l'instant, elle relève encore d'un acte de libre arbitre. Le problème avec l'identifiant numérique mobile, c'est lorsque, quoi que vous fassiez et où vous alliez, et dans tout ce que vous payez, ben, vous êtes identifié de partout. Vous êtes identifié partout quand vous allez en ville, au restaurant, dans la rue, etc. Et vous ne pourrez pas empêcher, d'autant plus que les gens vont demander ces services. Il y aura une partie de… Beaucoup de gens vont demander ces services parce que ça va apporter des avantages. Ça va apporter beaucoup plus d'avantages que le GPS. Enfin, moi, je le vois parce que je pourrais développer tous ces logiciels-là. Donc, dans un premier temps, on va croire que c'est pas dangereux, qu'au contraire, c'est très pratique, etc. Mais lorsque les logiciels vont arriver, où est le garde-fou? Vous avez vu ce que Facebook ont fait des réseaux sociaux? Vous voyez comment c'est devenu aliénant et vous croyez que on va éviter une aliénation 10 fois plus grave? Non, il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a pas de débat médiatique. Personne, les physiciens et les philosophes ont laissé tomber cette affaire. Il y a plus les sciences humaines sont en dehors du coup. Les scientifiques sont en dehors. Enfin, je suis désolé, moi je suis un scientifique qui dénonce le fait qu'il n'y ait pas de débat public sur ce grand virage de l'humanité, parce que c'est quand même un choix. Hein. Parce que tout ça, ça nous emmène vers le fait qu'on va devenir du bétail, parce que ces puces-là qui au départ seront externes, elles vont finir par devenir internes. Et ça, Davos même, ils le disent. Hein. Donc, si vous voulez, ça mérite quand même un débat pour savoir si l'être humain doit être pucé ou pas. Ça mérite quand même un débat pour savoir si il faut recevoir une marque. Hein, parce que bon, pour payer, après, on va avoir la marque qui va garantir le fait que l'identifiant mobile, c'est bien vous. On va bien le lier au corps, l'identifiant mobile, à un moment donné. Donc, si vous voulez, tout ça, ça nous conduit vers une société qui est épouvantable, parce que il y a, d'une part, l'humain n'a pas compris la véritable nature de l'humain. Enfin, les sociétés qui nous emmènent vers ça sont des sociétés qui ont une idéologie matérialiste qui n'a rien compris à la nature de l'humain, et donc elles ne vont pas pouvoir mettre les garde-fous éthiques nécessaires pour empêcher les applications négatives de ces technologies. Donc, il faut absolument dire non au pass sanitaire. Et voilà, parce que sinon, mais bon, de toute façon, moi, je suis optimiste. Je explique pourquoi il y a des raisons d'être optimiste dans le grand virage, et j'explique que de toute façon, on n'échappera pas pour une partie d'entre nous à cette société. C'est pour ça que sur la couverture du livre, j'ai mis deux futurs possibles. Et je parle du futur que j'appelle le futé lumineux, qui va attirer la masse de créatifs culturels et qui va permettre de construire une autre société alternative à la première qui va nous conduire vers l'effondrement. Voilà. Vous parlez d'identifiant numérique unique. Je voulais quand même rappeler que la Commission européenne a opportunément démarré une consultation. Bon, ça veut dire que Oui, c'est juste un prétexte, hein, les consultations. Oui. Ça veut dire que, parce que vous parliez de débat, mais c'est pas un vrai débat. Ils font je ne sais combien de consultations sur tous les sujets, et pour dire on a fait une consultation, mais il n'y a pas vraiment de débat. Mais en tout cas, c'est sur les rails, c'est réel, hein, c'est vraiment réel. La Commission européenne a proposé un identifiant numérique pour chaque citoyen européen. Donc, c'est bien réel. C'est Minority Report, en fait. Hein, Oui, mais l'Europe est la tête de pont de ce mondialisme totalitaire. Hein. L'Europe, elle est depuis longtemps le moyen pour arriver à cette nouvelle conception de la société fondée sur le numérique et le contrôle total. C'est-à-dire, parce que bon, l'Europe, pour l'instant, c'est très positif. L'Europe, c'est pas les Européens. L'Europe, c'est pas les Européens. L'Europe, c'est depuis très longtemps une construction qui est réalisée non pas par une volonté européenne. Bon, je vous rappelle que les Français n'étaient pas d'accord. Hein. Je vous rappelle que les Anglais sont sortis. Donc, si vous voulez, l'Europe, c'est une construction qui est déjà, dès le départ, une sorte de dictature qui veut nous emmener vers un objectif bien précis, qui est d'imposer une société mondiale de conception
qui nous emmène vers le transhumanisme d'ailleurs. Hein. Donc moi je crois pas à l'Europe, je crois à l'Europe bien sûr, je crois à l'Europe des nations, mais je crois pas à cette Europe. Voilà, donc c'est normal, ce sont eux qui et ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que dans votre livre, vous parlez du suicide du futur. 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 Oui. Oui. Le futur qui est le futur transhumaniste vers lequel on était destiné et qui est en train de se griller lui-même. C'est bien ça. Oui, parce que de toute façon, si vous voulez, cette voie qui consiste à, à aller vers une société qui est toujours orientée vers la consommation, hein, c'est pas parce qu'on va tracer l'humain qu'on va pas. Au contraire, c'est orienté vers, donc c'est un système pyramidal qui reste productiviste et qui change absolument, qui va pas pouvoir, qui va jamais réussir à résoudre les problèmes de la planète. Donc, si vous voulez, il est foutu pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est en train de nous faire la démonstration de toute sa frayeur, hein, et d'autre part, parce que de toute façon, il est anti-écologique au possible. Hein, donc, puisqu'on on est toujours orienté vers on est toujours dans le consumérisme, dans la consommation, les technologies dont ils ont besoin demandent des composants et énormément d'énergie. Hein, les traitements informatiques, enfin tout ça, ça demande énormément d'énergie. Donc, si vous voulez, c'est à double titre que ce futur est foutu. Hein, d'une part parce qu'il ne va pas pouvoir résoudre les problèmes de la planète, sauf à diminuer la population d'une manière assez considérable. Et d'autre part, il nous montre toute l'étendue de son côté épouvantable. Quoi. Donc, faut pas se. On voit bien aujourd'hui toutes les erreurs système auxquelles on assiste. Qu'est-ce qui peut. Alors, là, on a dépeint un tableau. J'espère que nos spectateurs ne sont pas partis. Parce que, Non, évidemment, dans la deuxième partie de cet entretien, nous, on aimerait bien avoir un peu d'espoir, puisque vous dites le grand virage de l'humanité et vous donnez beaucoup d'espoir. Donc, oui. Qu'est-ce qui fait dérailler? Parce que là, pour l'instant, vous nous dites c'est la panique. Mais c'est-à-dire qu'on vient quand même d'annoncer la troisième dose en France. Voilà. Et sinon, on retire le pass sanitaire. Ouais. À la Commission européenne, ils ont discuté de l'euro numérique. Donc, on se dit que tout ça est en marche. Tout ça est en marche. Donc, là, pour l'instant, je suis désolé, mais on voit tous qu'on y va vers le futur. Donc, il n'est pas foutu. Il faut commencer par atterrir le précipice. Hein, donc, désolé. Qu'est-ce qui va faire dérailler le futur? Alors, ce qui a déjà fait dérailler le futur, sinon on ne serait pas allé vers cette nouvelle société de cette manière-là, hein, sous forme de dictature, c'est le fait qu'il est apparu de nouvelles perspectives qui font qu'il y a une grande partie de l'humanité qui va refuser la conception sous-jacente de ce futur, qui est que l'être humain est une machine biologique. Et ça vient du fait que depuis des décennies, on redécouvre, en gros, allez, on va dire, l'existence de l'âme. Voilà. L'âme. Oui, l'existence de l'âme. Je le résume comme ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord ? D'accord. J'affirme que l'existence de l'âme est un concept tout à fait rationnel, cartésien. C'est un concept cartésien parce que Descartes lui-même croyait dans l'existence de l'âme. Et c'était une très bonne intuition. D'accord ? Et aujourd'hui, grâce aux résultats de la physique moderne, on a tout ce qu'il faut pour démontrer l'existence de l'âme. Moi, cette notion d'existence de l'âme, elle vient de ma conception cybernétique de l'évolution. D'accord ? Elle est tout à fait rationnelle. J'ai publié les bases de tout ça dans des revues scientifiques. J'ai écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Je suis respecté par des physiciens mainstream qui ne peuvent toutefois pas trop me faire de la pub parce que, si vous voulez, ils ont leur image à conserver. Et donc, moi, je suis considéré comme un spiritualiste peut-être un peu déviant du fait que, justement, je parle de l'âme, mais l'existence de l'âme va revenir en force. Cette notion, on a tous les éléments scientifiques qui permettent de démontrer ça. Et donc, à partir de là, le transhumanisme est devenu impossible. D'accord ?
c'est l'idéologie matérialiste qui est devenue irrationnelle, qui est devenue non conforme à la science. D'accord? Aujourd'hui, c'est une fausse science qu'on essaye de nous imposer au travers de la vaccination obligatoire. Je précise que je n'ai absolument rien contre la vaccination. C'est la vaccination obligatoire qui pose problème. D'accord? Et c'est devenu incompatible avec les découvertes de la physique de ces dernières décennies, et c'est devenu incompatible avec aussi la démonstration que tout un tas de phénomènes inexpliqués qui sont étudiés également depuis des décennies sont réels. D'accord? Je peux en citer plusieurs. Il y a donc, les synchronicités, pour moi, sont tout à fait réelles. Il y a les perceptions extrasensorielles qui font objet d'expérimentation scientifique. Il y a les expériences de mort imminente et les sorties de corps. Il y a les états de conscience modifiés qui font l'objet aussi d'expérimentation scientifique. Et il y a les ovnis qui sont des phénomènes qu'on peut comprendre que avec une approche conscientielle de la réalité qui fait là aussi intervenir toutes ces notions. Et lorsqu'on désolidarise, on ne peut comprendre tous ces phénomènes que si on désolidarise la conscience du cerveau, ce qui nous amène justement naturellement à l'existence de l'âme. Voilà. Donc ça, il faut le dire. Je suis totalement ferme là-dessus. Je suis absolument certain à 100% de cette réalité. D'accord? J'ai passé ma vie à étudier cette question-là. C'est depuis ma jeunesse que je réfléchis à tout ça. Et je suis un physicien qui a étudié toutes les branches de la physique moderne et qui est très, très bien armé pour en déduire cette réalité. Et ça, je vous le garantis. Ce sont les informations extérieures dont vous parliez au début de notre entretien. Voilà. Mais ces informations extérieures, c'est pas un dieu qui joue au dé, d'accord? C'est pas du hasard qui vient d'on ne sait tout. C'est quelque chose qui est très organisé, qui est très en lien avec la conscience et qu'on ne peut concevoir qu'à travers une conception cybernétique de l'évolution qui permet de comprendre l'émergence du vivant. Aujourd'hui, le vivant n'est pas compris. Il n'y a aucune théorie de l'évolution qui nous permet de comprendre l'émergence du vivant. La conception darwinienne de l'évolution, elle est complètement fausse et toutes les théories alternatives qui s'agissent sont fausses. Donc tout ce qui est basé sur l'idée que des mutations aléatoires pourraient produire l'évolution de la vie, c'est faux. Aujourd'hui, ça apparaît très clairement à travers la complexité du vivant qui ressemble plus à une technologie. Je ne dis pas que c'est une technologie, mais qu'à quelque chose qui serait produit par hasard. Donc, il faut redevenir rationnel, il faut revenir à une conception de la réalité cohérente, et on ne peut pas éviter aujourd'hui l'existence de l'âme. Et les physiciens qui sont contre cette idée-là, ce sont simplement des physiciens qui sont formatés par une conception de la réalité qu'ils ont acquis durant leur éducation. Et aujourd'hui, à l'université, à l'école, on apprend toujours les mêmes bêtises. Et c'est parce qu'on apprend toujours les mêmes bêtises à l'école que ce formatage continue de sévir et qu'on n'arrive pas à intégrer les progrès de la science pour en conclure cette chose absolument fondamentale qu'est l'existence de l'âme. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va faire dérailler là maintenant? Donc, Mais donc vous expliquez, corroborer ce que dit mon camarade, vous expliquez à la fin du livre qu'il y a depuis une dizaine d'années, même plus, énormément de gens qui se sont éveillés justement à cette perception, on va dire, ou à cette intelligence émotionnelle, ou qui ont, surtout vous expliquez ça très bien à partir de la crise de 2008, où beaucoup de gens ont été sonnés, en fait, décidé de changer leur vue, leur croyance. Et donc, ce changement, il est devenu un peu massif sur plusieurs années. Et donc, c'est ça aussi qui nous dirige vers ce fameux futé lumineux, humaniste, éveillé, plein d'espoir, qui nous revigore dans notre livre et qui nous fait. Et donc, il y a les gens qui ont déjà intuitivement compris que l'évolution actuelle de la société sous l'effet de la dictature sanitaire, ça nous conduisait au désastre. Et donc, ceux-là sont déjà en train de construire de nouvelles alternatives, mais depuis longtemps, hein, de toute façon, parce qu'ils n'ont pas attendu
Il y a ceux qui, depuis longtemps, n'ont pas attendu la crise sanitaire pour changer de vie, parce qu'on ressent cette aliénation depuis très longtemps. Hein. On ressent cette aliénation due à une conception matérialiste et de la réalité depuis longtemps. Moi-même, je l'ai vécu dans ma carrière. Le CNRS, entre le début où je suis entré dans les années 80 et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Hein. À force de taper sur le CNRS est devenu une agence de moyens complètement aujourd'hui déshumanisée. Les chercheurs on les met dans des cases, ils n'ont plus la possibilité de choisir eux-mêmes leurs recherches. Tout vient d'en haut, des appels à projets, etc. Tout vient finalement de la finance des multinationales, etc. Donc on voit bien que, si vous voulez, la créativité disparaît, que l'humain disparaît au profit d'une organisation pyramidale et informatique de la société. Et ça fait peur à plein de gens depuis bien longtemps, et ils ont décidé de vivre de différentes façons alternatives, et aujourd'hui ça va exploser, ce genre d'initiative. Donc ça va être non pas un retour à la nature, hein, parce qu'il ne s'agit pas de devenir des Amish, hein, comme dénonçait Macron. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au contraire d'utiliser la technologie, mais d'une manière intelligente et d'une manière positive, d'une manière compatible, qui ne pollue pas, qui respecte l'environnement et qui découvre l'intelligence de la nature. Hein. Donc, il s'agit de mettre les low-tech, la technologie, au service du vivant. Et donc, moi, je vais y participer à ma façon. Comme j'ai identifié que finalement le problème de la crise sanitaire, c'était pas que c'était une crise sanitaire, mais une crise monétaire, je vais m'intéresser au problème de la monnaie. Et ma contribution au futé lumineux, ça va être de faire la promotion de la monnaie libre, la June. Voilà. Et ça, je vais m'y consacrer activement. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. Je cite dans mon livre toutes les initiatives qui vont dessiner ce nouveau futé lumineux. Oui, il y a trois mots qui reviennent, qui moi, me sont restés marqués dans la tête. C'est, vous dites, la solidarité, l'autonomie et la résilience sont vraiment les trois mots du futé lumineux, quoi. Voilà. Il y a l'autonomie, la résilience et la solidarité. Et ça, c'est les trois principes. Et il y a aussi les trois niveaux d'action sur le réel, qui sont en lien aux trois niveaux de la conscience. Donc, le niveau physique, le niveau psychique et l'âme, d'accord. Et donc il va y avoir beaucoup de choses au niveau de ces trois niveaux. Donc au niveau physique, c'est évidemment l'effet boomerang de la crise vers la médecine holistique. Hein. Au niveau psychique, c'est tous les nouveaux enseignements, hein, puisque à l'école on n'apprend plus grand chose finalement de valable. Et le troisième niveau, c'est toutes les techniques d'épanouissement de l'âme. Et là, ça va être le plus intéressant, le plus fabuleux. Enfin, voilà, vous voulez dire la méditation et ces choses-là? Oui, oui, oui. Donc en fait, pour résumer, vous dites que en ce moment, il est en train de se passer est-ce que c'est un éveil planétaire? Parce que moi, je me souviens, j'avais lu Les Enfants du Verseau, je sais pas, de Marilyn Ferguson, je sais pas si vous l'avez lu, ça fait très longtemps qu'elle a écrit un bouquin. Elle disait, on est dans un changement de paradigme, il y a tout un tas d'initiatives, de genre dont vous parlez. C'est pas un éveil planétaire, parce qu'au niveau planétaire, la plus grande puissance, c'est la Chine. Elle est en train de suivre le chemin inverse. Les Russes, normalement, ils sont théoriquement mieux placés, mais en fait, ils sont trop handicapés enfin, ils sont pas dans le coup. Mais enfin, ils vont l'être. Je pense qu'ils vont jouer un rôle important. L'Occident est en train de s'effondrer, et donc, si vous voulez, moi, je suis désolé, mais je vais vous paraître chauvin, mais cet éveil va venir de la francophonie. Voilà. Tant mieux. Et c'est un éveil. Donc, ce qui va faire dérailler le futur, c'est un éveil. C'est quoi le point? C'est les lumières. C'est les lumières. C'est le fait qu'on va retrouver les véritables lumières. Qu'est-ce qui a fait que
il y a 400 ans, au moment de Descartes, on est allé vers une société qui a découvert la science et ça a été absolument fantastique, etc. C'est que, en fait, le véritable siècle de lumière, c'était le siècle de Descartes et Pascal, etc. Et que c'est le siècle suivant qu'on appelle le siècle des Lumières, qui en fait est un siècle de l'extinction des Lumières, parce qu'on s'est orienté vers le mécanicisme. C'est-à-dire que la science a commencé à se déployer à la Renaissance, et au siècle suivant, la science a été exploitée par les puissances de l'argent, on va dire, essentiellement les anglo-saxons, pour réaliser un monde finalement qui a fini par être déshumanisant et qui aujourd'hui n'est plus conforme au progrès de la science. Et donc il faut laisser s'effondrer cette conception matérialiste essentiellement anglo-saxonne du monde. Et donc, si vous voulez, on va pas pouvoir, enfin, bien que peut-être que les anglo-saxons sont en train de faire leur retournement, puisque eux, ils sont en train de comprendre que finalement, il n'y a pas de menace virale, hein, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes mesures. Il n'y a plus de mesures sanitaires aux États-Unis, enfin, pour la moitié des États-Unis. Il n'y en a plus en Grande-Bretagne. Il faut dire qu'elles sont liées à l'euro, les mesures sanitaires, hein, donc c'est normal. On peut se demander s'il n'y aura pas quand même un éveil effectivement là-bas. Mais moi, je pense que c'est quand même en France le pays des Lumières, en francophonie, on va dire, hein, parce que les Français, s'ils n'avaient pas les Belges et les Canadiens et les Suisses, ils sont, on a bien besoin de leur aide, quoi. Je pense que c'est en France qu'aura lieu cet éveil parce qu'il y a quelque chose. Il faut redonner raison à Descartes et retrouver donc cette transcendance qui a disparu au soi-disant siècle des Lumières à cause de l'exploitation qui a été faite de la science vers une technologie qui a fini par détruire l'humanité, quoi. Donc, ici et maintenant, là, pour nos spectateurs, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, énormément de choses. Pour faire dérailler ce futur. Qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant pour faire dérailler ce futur? Concrètement. Non, il ne faut pas faire dérailler ce futur. Il a déjà déraillé. Vous voyez bien qu'il déraille déjà depuis un an et demi. Il n'arrête pas de dérailler. Nos dirigeants n'arrêtent pas de dérailler. On assiste à un pétage de plomb caractérisé de tout ce qui, de tous nos décideurs. Franchement, c'est clair comme de l'eau de roche. Bon, donc il y a strictement rien à faire pour éviter le futur. Il faut simplement se focaliser sur le futur lumineux. N'oubliez pas que ce sont nos pensées qui créent la réalité, portées par nos émotions. Alors ça, j'explique ça dans mon livre. Pourquoi les scientifiques sont passés à côté de cette réalité. On n'a pas réussi à interpréter les résultats de la physique moderne correctement, tout simplement parce qu'on est parti d'une vision du réel qui impose l'existence de l'espace et de la matière, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus subtil. Bon, quand on comprend cette subtilité en remettant la conscience en premier, on s'aperçoit que la conscience a une influence considérable sur la réalité, et en particulier sur le futur lointain. Donc il faut déjà commencer par retrouver le pouvoir de son libre arbitre, de la conscience, et orienter sa pensée, ses émotions, ses désirs, orienter ses désirs vers la construction d'un futur viable pour 2050. Étienne Klein lui-même l'a souvent répété qu'il est important que pour construire 2050, il faut investir, faut investir nos pensées, nos émotions, nos désirs dans la construction de ce nouveau futur. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc il faut s'organiser pour refonder une société qui est à côté, parallèle à la société de contrôle numérique, évidemment, une société qui ne va pas faire du contrôle numérique, une société qui va faire de la mise en lien, d'accord, qui va réanoblir l'humain, qui va permettre de retrouver ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'humain, ça va pas être facile, parce que les gens n'ont pas compris que les gens en sont encore à l'idée d'extérioriser leur mal, tout ce qui ne va pas chez quelqu'un, les personnes
en rendre responsables les autres. La première chose à faire, c'est déjà de comprendre qu'il n'existe pas de personne qui est responsable de choses qui ne vont pas, puis c'est simplement à l'intérieur de soi-même qu'il faut déjà commencer par guérir. Et c'est quand on a guéri à l'intérieur de soi-même qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas à dénoncer quoi que ce soit chez les autres. Il faut orienter ses pensées et ses émotions vers la construction du positif, vers une mise en lien. Et ça, il y a plein de choses superbes à inventer. Hein. Je ne parle pas de communautarisme. Hein. Il faut trouver le juste milieu entre entre la société aujourd'hui qui a tendance à trop individualiser, à séparer l'humain de sa famille, etc. Et les sociétés qui sont qui sont des communautés. L'humain n'est pas plus fait pour vivre seul que pour vivre en communauté. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Et là, il y a énormément d'initiatives qui sont en cours et on va voir quelles sont les meilleures. Mais bon, voilà, il faut explorer. Voilà, Merci beaucoup. ça sera le mot de la fin. D'ailleurs, dans votre livre, à la fin, vous parlez de toutes ces initiatives, de toutes les possibilités qui peuvent nous emmener vers ce futé lumineux qui gagnera la partie et on veut y croire. Et donc, investissons nos émotions, nos pensées, notre intelligence émotionnelle et rationnelle dans ce futé lumineux, comme vous dites, et surtout, lisez Le Grand Virage de l'Humanité, vous tous, Babeur et Babeur, parce que ça vous le coûte. C'est un livre qui fait beaucoup de bien et qui est extrêmement revigorant. Merci Philippe Clément pour cet entretien. Merci à vous. Merci. Merci.